Au lendemain du premier débat des 11 candidats à la présidentielle française, on se penche sur cette campagne électorale française inédite, au parfum étrange et phénomène unique en son genre. Plus le premier tour approche, c'est dans 18 jours, et plus les électeurs français se déclarent indécis. Avec nous pour en parler, Mathieu Chaigne, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de l'Observatoire Délit d'opinion et vous êtes l'auteur du livre qui a pour titre « La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées ». C'est aux éditions du Rocher. Vous avez bien entendu regardé ce débat fleuve hier soir à la télévision française. Qu'est-ce que vous en avez pensé de manière générale? Alors, ce qui est notable, d'abord, c'est que les petits candidats ont tiré leur épingle du jeu. 6 millions de téléspectateurs ont été hier attentifs à ce qu'ils ont pu dire. Et évidemment, ça a constitué une tribune pour ces petits candidats inespérée. Le deuxième point, c'est que pour ces petits candidats, il y avait un leitmotiv, c'est que chacun reste sur son créneau. Et je pense notamment à Asselineau ou à Poutou. Chacun est resté sur sa ligne. Les uns profondément ancrés pour sortir de l'Europe. Je pense notamment au Frexit et à Asselineau. Lassalle, le candidat qui était le candidat des territoires et de l'authenticité. Et donc, ils ont essayé de rester sur leur ligne avec un seul argument tout au long de ce débat. Alors vous qui pointez du doigt, et on va en parler dans votre livre, la déconnexion des Français avec leurs élites, est-ce que ce débat vous a rassuré, si on peut dire ? Ce débat, il montre en réalité à quel point la vie politique est une lessiveuse pour les politiques eux-mêmes. Je prends deux noms, Benoît Hamon, je prends Emmanuel Macron. Ils étaient là pour symboliser le renouveau. Ils ont été surexposés pendant des mois et hier, ils ont semblé appartenir à l'establishment en comparaison de ces nouveaux candidats, d'un Poutou, d'un Asselineau, d'un Lassalle, qui incarnaient une forme d'authenticité que ces candidats historiques, finalement, n'ont plus. Lessiveuse médiatique pour Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron n'a pas participé à une primaire, mais il est parti très tôt. Et oui, ça pose la question de la primaire. Est-ce que la primaire est une machine à gagner ou une machine à perdre? On l'a vu, pour François Fillon, il n'y a pas eu d'effet primaire, même début janvier, avant le début du Penelope Gate, on a vu qu'il commençait déjà à dévisser dans les sondages. Idem pour Benoît Hamon, juste après la primaire fin janvier, il n'était dans les instituts qu'autour de 12 à 14% dans les sondages. Ça montre bien qu'à peine avoir été adoubés lors des primaires, ces candidats sont déjà en partie discrédités. Il y avait 11 candidats, lesquels se mettaient hors élite selon vous, vu leurs prestations? Écoutez, il y a bien sûr un candidat comme Philippe Poutou qui voulait incarner l'anti-establishment et même dans la façon dont il était habillé, Philippe Poutou voulait montrer qu'il n'appartenait pas au clan des politiciens qui en font leur métier. Il a d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises que lui travaillait chez Ford et que donc qu'il connaissait la vraie vie. Et je tiens à préciser qu'ici, on rejoint une vieille critique qu'ont les Français par rapport à leur corps politique. Ils sont convaincus que les hommes politiques ne comprennent pas le monde, que les hommes politiques sont totalement déconnectés, ce qui expliquerait aux yeux des Français qu'on interroge notamment dans les sondages, pourquoi les hommes politiques, finalement, seraient incapables de résoudre les questions clés à leurs yeux, la question du chômage ou la question du pouvoir d'achat. Alors ce livre que vous avez rédigé s'appuie sur une centaine d'analyses d'opinion, de sondages collectés auprès d'instituts qui prennent quotidiennement le pouls de la France. Et disons-le, il en ressort un tableau très sombre, hein. Oui, effectivement, ce livre, il a interrogé des Français à travers des études quantitatives et qualitatives. Et pour la première fois, les Français ont le sentiment que ce qu'ils ont, que ce qu'ils sont, peut disparaître. On emploie souvent le terme de déclassement économique. Et je crois que ce terme est peut-être un peu galvaudé, mais qui traduit une réalité saisissante pour les Français. Les Français avaient le sentiment qu'ils pouvaient parfois mal vivre, mais qu'au moins leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et ça change tout pour eux. Et puis, les Français ont le sentiment, par ailleurs, que leur identité, ce qu'ils sont, leur tradition pourrait aussi disparaître. Et donc, pour la première fois peut-être, et ici réside la lueur d'espoir, les Français ont peut-être intériorisé que le statu quo n'était plus possible. Et juste pour finir, je crois que c'est nouveau. François Hollande a été peut-être le dernier président du statu quo. Aujourd'hui, les Français, et notamment les perdants, veulent un game changer, c'est-à-dire un candidat
qui leur permettent à nouveau de gagner. Le vote assumé pour le Front National, c'est une des conséquences de cela? Oui, le vote pour le Front National répond à une conjonction et un alignement des planètes inédits. Il y en a 3. Le discrédit des politiques traditionnelles, et le Front National peut se prévaloir de n'avoir jamais gouverné. La critique de l'Europe, et c'est le deuxième point, les Français sont convaincus qu'en réalité, l'Europe a joué contre les intérêts du pays, et que l'Europe est devenue le bras armé d'un libéralisme économique. Et puis, il y a la troisième conjonction des planètes, c'est évidemment les enjeux migratoires, thème sur lequel le Front National a pendant de nombreuses années fait finalement son terreau. Et aujourd'hui, ça constitue une conjonction des planètes inédite pour le Front National. Néanmoins, je pense qu'il y a aujourd'hui un élément à avoir en tête, c'est que le Front National continue majoritairement à faire peur. Et c'est peut-être ce qui explique qu'il pourrait ne pas l'emporter début mai. Alors, le déclassement, le niveau de vie qui s'effondre, le disiez-vous, des classes moyennes dorénavant en première ligne et désabusées, ça frise parfois la haine de ce qu'on appelle le système. Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer en France dans une sorte de conspirationnisme, de facilité à dénoncer les élites, l'établissement? Alors, pour vous répondre, je peux juste citer 2 sondages. Allez-y. Un premier sondage, quand on interroge les Français, qu'on leur dit « Parlez-moi des événements de novembre 2015, des attentats. Est-ce que vous pensez que ça s'est produit tel que les médias le disent ?» Il y a 20% des Français qui disent non, soit ça ne s'est pas produit, ces attentats, soit ça ne s'est pas produit tel que les médias les racontent. 20%. 20%, c'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il y a en France les germes d'une société complotiste où on ne croit plus les politiques, où on ne croit plus vous, les journalistes, et on va se créer un nouveau réel en allant piocher sur Internet, en allant regarder une vidéo sur YouTube. Et la vraie difficulté, le vrai enjeu, c'est qu'il pourrait y avoir une société des mondes parallèles où on ne partage même plus la même vision du monde. Et je pense que c'est le vrai défi pour le président de la République, c'est est-ce qu'il peut être capable demain d'avoir une parole forte pour réunir des Français qui ont le sentiment qu'ils ne sont même plus dans le même monde. Les Français se considèrent comme les cocus de la mondialisation. Le premier mot qu'ils associent à cette même mondialisation, c'est le chômage. Oui, et c'est nouveau. C'est nouveau parce que quand on interrogea les Français en 2005, ils avaient le sentiment que la France pourrait être parmi les pays gagnants de la mondialisation. 10 ans plus tard, lorsqu'on interroge ces mêmes Français, ils sont convaincus que la France est un des pays perdants de la mondialisation. Ils sont même persuadés qu'il pourrait être rattrapé demain, la France pourrait être rattrapée demain par un pays comme le Nigeria. Et ça explique tout. Ça explique pourquoi ils refusent aujourd'hui une mondialisation, parce qu'ils sont convaincus que la mondialisation, elle a créé du chômage, elle a créé de la précarité. Et il y a quelques exemples qui sont assez parlants pour les Français. Quand on les interroge dans les études qualitatives, c'est le cas des travailleurs détachés. Ouais. Pour ces Français, les travailleurs détachés illustrent bien une concurrence déloyale où des gens qui n'ont pas les mêmes protections que nous viennent nous concurrencer frontalement. Mais que vous inspire l'ascension, du moins dans les sondages, du candidat Emmanuel Macron, qui pour certains et ses détracteurs incarne justement ce système, et pourtant certains Français ont l'air tentés justement par ce vote? Emmanuel Macron est un candidat que j'appelle syncrétique. Il était jusqu'il y a encore quelques mois le candidat des catégories supérieures dans les enquêtes, avec 25 à 30% ce qu'on appelle CSP+, qui voulaient voter pour lui. Et il a réussi à agréger des catégories moyennes, notamment avec quelques marqueurs pour la France qui travaille, avec la suppression de la taxe d'habitation, avec la volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et donc, chacun va projeter dans Emmanuel Macron une aspiration et qui permet... En disant parfois, certes, il a travaillé à la banque chez Rothschild, mais lui, il a travaillé au moins d'ailleurs. Voilà, et plus que d'avoir travaillé dans le privé, c'est sa jeunesse aujourd'hui, sa volonté de s'inscrire en dehors des partis politiques, qui fait d'Emmanuel Macron une forme de nouveauté dans le paysage français. Alors, on sort quand même déboussolé, hein, disons-le, quand on a lu votre livre, parce qu'il y a ce paradoxe qui est, on a le sentiment éternel, c'est que les Français veulent tout changer le système, tout remettre à plat, mais en même temps, c'est très très compliqué, ils sont très très rétifs au changement. C'est plutôt l'immobilisme à chaque fois que des politiques qui ne sont pas tout le temps critiquables veulent changer les choses. Oui, la réforme fait peur aux Français pour 3 raisons. La réforme, elle fait peur aux Français parce que ça fait 20 ans qu'on leur parle de réforme. Et c'est comme si les Français avaient un médecin qui leur avait injecté une seringue et ça ne faisait aucun effet. Et donc,
ils sont épuisés, ces Français, de réformes qui ne mènent jamais à des résultats positifs. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la réforme, c'est toujours plus de sacrifices, moins de bénéfices. Je prends la loi El Khomri. Les Français sont interrogés. Qui ça va favoriser? Ils sont convaincus à 80% que la réforme et que la loi El Khomri allait favoriser les entreprises. Ils étaient convaincus à 20% que la loi El Khomri allait permettre de recréer davantage d'emplois. Et donc la réforme, c'est plus de sacrifices, moins de bénéfices. Et puis le troisième élément qui est extrêmement important, si vous le permettez, pour les Français, c'est qu'on leur demande de changer, de se transformer. Et eux, ils ont l'impression qu'on leur colle des étiquettes, que s'ils travaillent en tant que journalistes, ils devront être journalistes toute leur vie. S'ils travaillent en tant que plombiers, ils devront être plombiers toute leur vie. Et qu'eux, ils n'ont pas le droit à une seconde chance. Et cette schizophrénie, elle est effrayante. Ils doivent se transformer, mais on ne leur donne pas les moyens de se transformer. Merci beaucoup, Mathieu Chaigne, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Observatoire d'élite d'opinion et donc l'auteur du livre La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées, édition du Rocher. Merci beaucoup.